Imaginez un instant un rite si puissant qu'il unit les anciens Celtes, les Grecs et même les peuples de l'Inde védique. Un rite royal, spectaculaire, centré sur le cheval. Mais derrière ce lien apparent se cache une énigme, une contradiction fondamentale qui nous force à tout repenser sur les origines de la royauté sacrée. Voilà, tout est là. Cette phrase pose une question qui a divisé les spécialistes pendant des décennies. En s'appuyant sur les recherches du mythologue Christian Rose, on va plonger au cœur de ce mystère. Comment deux traditions qui semblent venir de la même source ont-elles pu créer des rituels de pouvoir aussi diamétralement opposés? Pour que ce soit bien clair, voici le cœur du problème. D'un côté, en Irlande, on a un roi qui s'unit à une jument. De l'autre, en Grèce et en Inde, c'est une reine qui s'unit à un étalon. C'est une inversion totale. Alors la question est simple, comment expliquer ça? Surtout quand on sait que l'héritage est censé être commun. Alors, pour tenter de résoudre cette énigme, il faut faire un pas en arrière. Il faut remonter à la source même du pouvoir, c'est-à-dire aux figures divines qui incarnent la souveraineté, et plus précisément à leur lien si particulier, si intime avec le cheval. Partout dans le monde celtique, on trouve ces figures fascinantes. Des déesses puissantes comme Epona en Gaule, Rhiannon au Pays de Galles ou Macha en Irlande. Et leur point commun? Le cheval. Mais attention, elles ne sont pas juste des protectrices. Non, elles sont bien plus que ça. Elles sont la terre, elles sont la souveraineté. Pour un roi, posséder le cheval, c'était d'une certaine manière toucher à ce divin et légitimer son trône. Et ce lien, il se concrétise par un acte bien précis, un mariage sacré. On appelle ça une hiérogamie. Ce n'est pas juste une cérémonie symbolique, c'est un véritable acte cosmique. En s'unissant à la déesse jument, le roi ne fait littéralement qu'un avec sa terre. C'est ce qui garantit que les récoltes seront bonnes, que le royaume sera prospère. Et c'est là que notre enquête prend une tournure inattendue. Pour mieux comprendre ce rituel profondément celtique, il faut faire un bond de plusieurs milliers de kilomètres vers l'est, direction les plaines de l'Inde ancienne. Et c'est là que les choses deviennent vraiment troublantes. Dans les Védas, qui sont parmi les textes les plus anciens de l'humanité, on trouve cette histoire incroyable. Une déesse, Saranyū, se transforme en jument. Pour la rejoindre, son époux, le dieu Vivasvat, se transforme en étalon. De leur union naîtront des jumeaux divins. On retrouve bien le thème de l'union sacrée sous forme de cheval. Mais, vous avez noté, la structure est inversée par rapport au rite irlandais. Ici, c'est un dieu étalon qui s'unit à une déesse jument. Ces mythes nous donnent des pistes, c'est certain. Mais la preuve la plus directe et de loin la plus controversée nous vient d'un texte médiéval. Un texte qui décrit une pratique en Ulster, une pratique aussi ancienne que dérangeante. Oui, le texte est cru, direct. Il décrit une cérémonie publique où le roi, et non une reine, s'unit physiquement à une jument pour affirmer son pouvoir. C'est l'inversion exacte du modèle qu'on trouve en Grèce et en Inde. Tout porte à croire que l'Irlande a conservé, comme un vestige, une tradition radicalement différente. Forcément, cette contradiction a lancé un immense débat. Alors quoi? Est-ce que le rite irlandais est le plus ancien, l'original, une sorte de version primitive? Ou est-ce qu'au contraire, le modèle gréco-indien est l'ancêtre commun et la version celte ne serait qu'une adaptation locale et plus tardive? La question est absolument centrale. Parce que derrière ce choix, ce n'est pas juste un détail rituel qui se joue. C'est toute une vision du monde, une conception du pouvoir. La souveraineté, le pouvoir suprême, est-il d'essence masculine, incarné par le roi, ou bien d'essence féminine, incarnée par la reine, qui représente la terre? Pour schématiser, il y a deux grandes théories. D'un côté, Bernard Sergent pense que le rite irlandais, roi plus jument, est le plus ancien. Le mythe indien de Saranyū en serait la preuve. De l'autre côté, Christian Rose soutient que c'est le modèle gréco-indien, reine plus étalon, qui est l'original. Pour lui, le mythe de Saranyū ne parle pas de royauté et le rite irlandais serait une évolution plus tardive, plus spécifique. Alors, comment trancher? Eh bien, la pièce manquante du puzzle, la clé de l'énigme, nous vient d'un endroit assez inattendu, la Grèce antique. Et paradoxalement, ce sont les mythes qui racontent des échecs de la royauté qui vont nous éclairer sur la vraie nature du pouvoir. Le mythe d'Ixion est un cas d'école. Ixion veut le pouvoir absolu, la souveraineté universelle. Pour ça, il veut s'unir à Héra, la reine des dieux en personne. Mais Zeus le piège, il lui envoie un simple glone fait de nuages, un leurre. Ixion s'unit à cette fausse reine et pour résultat, il n'obtient pas le trône, mais un châtiment éternel. La leçon est limpide, le pouvoir suprême ne peut être donné que par la véritable reine. S'unir à une jument, comme en Ulster, donne peut-être un pouvoir local, terrestre, mais pas la royauté universelle, qui, elle, passe par la reine.
Au final, ces rites ne sont peut-être pas contradictoires, ils seraient plutôt complémentaires. C'est un peu comme si la tradition indo-européenne était un immense grimoire dont les pages en étaient arrachées et éparpillées par le vent. L'Irlande en aurait conservé une page, celle qui parle de la souveraineté locale, liée à la terre jument, mais la Grèce et l'Inde, elles, auraient préservé le chapitre principal, celui de la souveraineté universelle, celle qui ne peut être accordée que par la reine, l'épouse symbolique de l'étalon divin.